là, avec des gens que je connais pour la plupart, et je voudrais m'honorer, saluer la présence d'un public de qualité. C'est surtout la qualité des compétences ici présentes, les gens réunis au sein de Fonga Invest. J'avais l'habitude de discuter avec mon ami Aboubakar Sissoko et on parlait souvent de TPS, de Total Production System, et on parlait des Mouda, de cette Mouda, c'est les fameuses pertes, gaspillage. Et je lui disais, Abou, les Japonais ont oublié un Mouda. Il me disait, quoi? Je lui ai dit, la perte des ressources humaines. Ce que nous perdons, nous Africains, ce que nous avons le plus perdu, ce sont les ressources humaines. Aujourd'hui, dans l'ensemble du continent, on ne fait pas plus de 20 000 ingénieurs sur toute l'Afrique. Et quand vous voyez la carte de l'Afrique, vous les voyez surtout concentrés dans quelques pays, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Et vous allez voir que peu sont, par exemple, en Afrique francophone, où nous avons, c'est vrai, orienté nos formations dans nos universités vers des traditions plus littéraires, plus d'humanité, de connaissances. Nous avons formé de grands poètes, des historiens, des anthropologues. Et voilà, aujourd'hui, il faut construire l'Afrique. Mais ce n'est pas l'objet de cette rencontre. Je voudrais, moi, vous féliciter de Fonga et dire qu'ici, quelqu'un l'a évoqué, le président de la République nous a demandé d'être là. Et en Conseil des ministres, en réalité, il a donné des instructions aussi au ministre des Affaires étrangères pour venir le représenter. Et au Conseil des ministres, le ministre Diambaye reviendra certainement là-dessus, le président de la République a tenu à ce que vous soyez félicités pour votre initiative historique. La décision de faire quelque chose. J'ai moi-même été secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, et à ce titre, j'avais pour mission, entre autres, de régler une première question qui est une question politique, la question de la représentativité et de la représentation des Sénégalais de la diaspora dans nos instances de décision. Et c'est ainsi que nous avons modifié notre constitution, notre loi fondamentale, pour mettre des dispositions qui permettent d'élire des représentants de Sénégalais de l'extérieur à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas évident et à la base, il nous a fallu beaucoup travailler, essayer de benchmarker. Et je me souviens que quand j'ai été discuter avec le président Amadou Toumani Touré, il m'a dit, mon fils, c'est impossible, il ne faut pas essayer. J'ai essayé avant. Parce que lui a essayé et a fini par mettre en place le Conseil des Maliens de l'extérieur. Le président de la République, non seulement l'a fait, mais a dit, je vais le mettre dans la Constitution pour que plus personne après ne puisse revenir sur cet acquis de la diaspora. Donc il ne faut pas sous-estimer ce qui a été fait. C'était pourquoi? C'est pour que là où nous décidons des grandes orientations pour le pays, des grandes décisions, notamment la politique budgétaire, par exemple, que la diaspora soit représentée. Et elle n'est pas sous-représentée, puisque 15 députés ont été élus dans la diaspora. C'était un premier pas. Ensuite, la lancinante question. Comment transformer les flux financiers qui, pour nous seuls Sénégalais, dans l'espace UEMOA, représentent un peu plus de 40%. On dit même que c'est beaucoup plus. C'est au moins 1500 milliards de francs CFA qui entrent au Sénégal par des circuits formels et informels. Comment nous, qui faisons la moitié dans l'espace UEMOA, pouvons transformer ce qui allait à acheter de la tomate, du sucre, de l'huile, à la consommation, en investissement? C'est la question à laquelle vous répondez. Et c'est en cela que vous avez pris une initiative révolutionnaire. Révolutionnaire. Et l'histoire dira que
En réalité, moi j'ai vu partie des États-Unis, c'est ce que vous mettez dans vos textes. En réalité, vous êtes très modeste, mais en réalité, vous répondez à un besoin, à une demande qui était une demande de l'ensemble de la diaspora. Étant entendu, il ne faut pas l'oublier qu'un Sénégalais sur 5 vit à l'extérieur du Sénégal. Vous apportez une réponse importante. Maintenant, et c'est là où moi je suis interpellé, c'est de savoir comment l'État pourrait accompagner cette initiative. Et déjà, le 26 juin 2016, suite à ma nomination, 2017, pardon, c'est en 2016, 26 juin 2016, alors que préalablement, le 12 décembre 2015, le ministre des Affaires étrangères avait organisé une rencontre des ambassadeurs à Dakar avec pour thème une orientation économique à donner à notre diplomatie. Le ministre Mankeur Ndiaye, j'avais pris l'engagement de mobiliser la diaspora autour du PUDC. Pourquoi? Parce que, avec les années d'ajustement, depuis le début des années 80 au moins, l'État s'était désengagé dans ses missions régaliennes, notamment en faveur du monde rural. Ce sont les Sénégalais de la diaspora, les organisations en France, en Europe notamment, qui venaient dans le monde rural, abandonnés par l'État, pour faire des pistes rurales, pour faire des postes de santé, pour faire des écoles, pour faire tout ce qui en réalité devait revenir à l'État du Sénégal. Apporter de l'eau aussi, apporter de l'énergie aussi. Nous nous sommes dit, il nous faudra retourner vers cette diaspora pour lui tendre la main, discuter avec elle et voir comment nous pouvons mettre ensemble nos énergies en commun. Et c'est ainsi que le 26 juin, je l'ai dit, 2017, nous avons rassemblé 2016, nous avons rassemblé toute la diaspora à Dakar autour du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Pourquoi le PUDC? Parce que nous avons constaté que nous avons hérité d'une logique économique coloniale qui avait fait que l'essentiel de l'économie était concentré autour des ports essentiellement. C'était Saint-Louis, c'était Rufisque, c'était Gorée, c'était un peu Carabane vers Ziguinchor et un petit peu à Kaolack pour les céréales qui devaient servir l'intérieur du continent jusqu'au Niger. Alors, nous sommes dit, il faut un plan Marshall pour le monde rural. Pourquoi? Parce que 80% des infrastructures sont concentrées sur 0,3% du territoire sénégalais et 84% de notre économie. Qui fait que, pour échapper à la pauvreté, les gens n'avaient d'autre choix que d'aller dans les villes. Un Sénégalais sur 4 environ vit sur 0,3% de notre territoire. Le monde rural laissé à l'abandon, à la pauvreté, alors que plus de la moitié de la population sénégalaise vit dans le monde rural. Manque d'eau, manque d'infrastructures, manque de tout. Le président a dit qu'il faut un plan d'urgence, un programme d'urgence adossé au plan Sénégal émergent. Mais le plan Sénégal émergent, c'était déjà la diaspora. C'était le groupe Dissot. C'était ici, à Paris, que les Sénégalais de la diaspora ont commencé à se réunir, à discuter et même à procéder aux premières auditions qui ont donné plus tard la base programmatique qui a fait le plan Sénégal émergent. C'est comme ça que c'est parti. C'est parti de la diaspora, le PSE. Et quand nous sommes venus pour le premier pas, le 14 janvier 2014, ici à Paris,
N'oubliez pas, il y avait une journée pour les partenaires techniques classiques, une seconde journée pendant laquelle nous avons discuté avec les investisseurs. Alors, ce qui est bon à savoir, ce qui est important à savoir, c'est que ce programme, pour l'essentiel, concentre 17 grands projets qui sont à l'œuvre, mais surtout 17 réformes. 17 réformes qui doivent permettre justement d'attirer les investisseurs, puisqu'il s'agit pour l'essentiel de rendre notre environnement des affaires plus compétitif, plus attractif. Et c'est sur cela que nous devons travailler. Le PSE, maintenant, se déroulant suivant 3 axes. Un premier axe, transformation structurelle de notre économie. Axe 2, lutte contre les inégalités, développement du capital humain. Axe 3, réforme immatérielle, liée surtout à la bonne gouvernance. Le PUDC touche l'axe 1, axe 2. Et nous avons dit que pour lutter contre les inégalités, il faut créer un équilibre monde rural entre le monde rural et les villes. Comment? En apportant les besoins de base et surtout en permettant aux Sénégalais qui vivent pour l'essentiel d'agriculture de pouvoir produire plus et surtout de pouvoir transformer. Comment? En apportant l'eau, en apportant les machines, en apportant l'énergie pour la transformation et en développant les chaînes de valeur. Le président de la République a dit, on n'a pas d'argent, on a une enveloppe prévue pour 4 ans de 522 milliards, nous allons commencer avec ce que nous avons. Et quand nous avons commencé, il n'y avait que 15 milliards de francs CFA que nous avons pu économiser et mettre dans le PUDC. Voilà comment c'est parti. Nous avons défini des zones prioritaires en fonction de la campagne du président de la République pendant sa tournée dans l'ensemble du pays, où il a fait des fiches et recensé l'ensemble des besoins prioritaires des Sénégalais. Nous avons utilisé les données statistiques de l'ANSD et c'est comme ça que nous sommes partis. Sur un volume prévu les 2 premières années de 113 milliards, nous en sommes à 129 milliards. Et en 2 ans, nous avons pu électrifier plus de 400 villages. Nous avons construit 228 forages. Nous avons fait 149 châteaux d'eau. Nous avons acheté pour la vallée 600 motopompes. Nous avons fait 1000 km de pistes rurales et les 700 sont déjà ouvertes à la circulation, permettant le désenclavement de 700 villages. Et le phénomène a connu un grand succès et permis de libérer plus de 2 millions de Sénégalais en leur apportant le nécessaire de l'électricité, de l'eau, des pistes rurales, parce qu'il fallait ouvrir les villages vers les zones des marchés, des loumans et tout ça. Et donc nous sommes concentrés sur de l'outil. La semaine prochaine, le président de la République se rend à Doni, où notre action a permis de sauver le bétail, parce que dans la zone, nous avons apporté de l'eau, nous avons fait apporter des abreuvoirs, 240 abreuvoirs,
nous avons fait le forage de Doli en même temps que la clôture du mur, 187 km, et nous avons apporté de l'électricité dans la zone, grâce à notre action. Dans la zone de Kédougou, Tambacounda, qui est la zone est du pays, qui a été la zone la plus abandonnée, la plus pauvre, nous avons installé 67 forages, parfois dans des conditions très difficiles, en recourant notamment au génie militaire, à qui nous avons confié la construction de 60 forages dans la zone. Il y a 3 jours, j'ai reçu avec le président de la République un maire qui est un maire opposant. J'ai été dans sa commune qui s'appelle Djinani, dans le Bonkidine, pour inaugurer une piste rurale. Et nous avons fait une piste de 27 km. Et lors de l'inauguration, il nous a dit, avant il fallait faire 4 heures à 5 heures de temps pour faire les 27 km. Et les femmes, une dizaine de femmes mouraient en couche chaque année parce qu'il y avait un problème d'évacuation. Et cette distance, elle se fait maintenant en 25 minutes. Et dans beaucoup de localités, nous n'avons pas juste réglé les problèmes d'eau, nous avons évidemment, incidemment, réglé les problèmes de santé, réglé les problèmes liés à l'éducation, surtout pour les jeunes filles qui faisaient des kilomètres parfois pour aller chercher de l'eau. Mais nous n'avons pas fait que cela. Nous avons distribué 5500 machines de transformation pour les femmes, des moulins, des décortiqueuses. Nous avons fait cela parce que le président de la République avait à cœur de soulager les femmes, notamment dans les tâches ardues, concernant par exemple la transformation de nos céréales, qui prenait parfois une journée de travail chez les femmes. On distribuait 5500 machines agricoles. Mais nous nous sommes dit que apporter de l'eau, apporter de l'énergie, de l'électricité, ça ne suffit pas. Il faut créer les conditions d'une économie rurale. Et c'est pourquoi nous avons, dans notre programme déjà initial, mis en place environ 116 périmètres agricoles autour des forages que nous avons faits pour permettre aux femmes de faire de l'horticulture. Et nous allons continuer dans la seconde phase. Mais déjà, je donne l'exemple souvent de Serehaï qui se trouve dans la commune de Ngoundiane, où nous avons, avec Hélène Kra, qui était l'administrateur du PNU, qui était venu, avec qui j'ai inauguré le forage de Serehaï. Et à Serehaï, les femmes se sont réunies il y a 2 ans. Récemment, j'ai demandé au président de la République de leur donner un tracteur. Les femmes ont commencé un programme de maraîchage sur 5 hectares avec 6 millions de francs CFA. Et en fin d'année, elles ont produit pour une valeur de 90 millions de francs CFA. La transformation, elle est aussi nette, elle est aussi rapide. Et donc, vous allez me dire, quel lien jusqu'ici avec la diaspora? Eh bien, le lien, c'est que nous apportons le hub, l'infrastructure de base. Parce que quand nous n'apportons pas l'eau, quand nous n'apportons pas l'électricité, quand nous n'apportons pas les pistes, vous, Fongad, quelle que soit votre bonne volonté, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez faire, de l'agro-industrie, parce que vous n'aurez pas d'eau. Vous ne pourrez pas transformer parce que vous n'avez pas l'électricité. Vous ne pourrez pas aller vendre parce que vous n'avez pas les pistes. Vous n'avez pas les pistes. C'est en cela
que votre modèle est viable et c'est en cela que l'État du Sénégal peut vous être utile. Et nous vous sommes utiles aussi parce que le ministre Koudiama y reviendra certainement. Le secteur agricole est le secteur aujourd'hui le plus financé et le plus subventionné. D'un point de vue historique, ça l'est déjà, mais ça l'est encore davantage, puisque, par exemple, les motoculteurs que vous avez évoqués, les tracteurs, étaient déjà subventionnés à 60-70%. La semaine dernière, le président de la République a annoncé une nouvelle en disant même les 40%, je trouve que c'est trop. Et il a dit les 40% vont être portés dans un partenariat avec le FONGIP pour que le FONGIP fasse le reste. Apporte la garantie pour payer la part qui devrait revenir aux paysans. C'est donc quelque chose d'inédit. Sans compter ce que le PLACAS fait, c'est 400 milliards sur 4 ans. Le programme d'accélération de l'agriculture, c'est déjà en cours. Compte tenu de l'ensemble des subventions pour les engrais que vous avez, pour les semences, certaines catégories de semences. Donc, le secteur dans lequel vous vous investissez, vous avez de bonnes raisons de le faire. Parce qu'en le faisant, vous aidez aussi l'État du Sénégal à nourrir les populations du Sénégal. Votre rôle est donc un rôle très important et c'est ce qui justifie ma présence ici pour vous le dire, pour vous soutenir et vous marquer notre disponibilité. C'est-à-dire que demain, je prends l'engagement ici. Si demain vous nous dites, nous Fonga, nous avons de l'argent pour aller à Fongolémie, nous voulons y investir, nous pouvons voir dans le cadre des contacts que nous avons, voir s'il faut apporter de l'énergie solaire, nous l'apportons. S'il faut apporter de l'eau, un forage, même un forage MFT, nous le faisons. C'est ma main tendue, c'est la main tendue du gouvernement du Sénégal. Bien heureusement, j'ai dit que dans la première phase, nous avons mis 129 milliards. Dans la seconde phase, qui a déjà commencé, qui a été lancée chez moi en Casamance, Monsieur le Président de la République a décidé de mettre une enveloppe de 300 milliards de francs CFA. Ça veut dire que ce que je voulais annoncer, qui est déjà bien, qui est révolutionnaire, puisqu'en 3 ans, l'ensemble des politiques nous ont permis de doubler en 5 ans le nombre de villages électrifiés au Sénégal. De doubler le nombre de villages électrifiés au Sénégal. Mais nous avons déjà doublé la capacité énergétique du Sénégal en production. Nous sommes partis de 460 MW à plus d'1 GW. 1 GW.2 en production énergétique. L'Éthiopie, c'est le meilleur exemple en matière de rapport avec la diaspora. Qu'est-ce que l'Éthiopie a fait sous Meles Zenawi? Ils ont dit notre premier problème, c'est l'énergie. Parce que pour être compétitif, il faut avoir de l'énergie à disposition, en bonne qualité, en bonne quantité et à des prix compétitifs. Et il faut avoir des compétences, des ressources humaines, une main-d'œuvre qualifiée. C'est ça la matrice des réformes. Les Éthiopiens ont dit, nous allons financer un barrage hydroélectrique. Et Meles Zenawi a mis en contribution la diaspora et c'est comme ça qu'avec 150 milliards, ils ont pu investir dans l'énergie et régler le problème d'énergie. C'était il y a 25 ans. C'est ça qui a permis à l'Éthiopie de faire aujourd'hui les pas que le pays est en train de faire dans le domaine de l'industrialisation. Évidemment, d'autres facteurs jouent, la position géographique, la facilité de la main-d'œuvre, la main-d'œuvre à bas coût, qui est en compétition d'ailleurs avec la Chine. Parce qu'un Éthiopien, il est payé autour de 15 000 francs CFA de salaire mensuel.
Au Sénégal, le SMIC, vraiment, on ne rêve pas, on ne pense pas une seule fois payer 500 francs par jour à quelqu'un, même au docker au port. Mais énormément d'efforts ont été faits par notre pays. Et donc, il ne faut pas. Le président de la République, à un moment donné, avait pensé, et vous pouvez l'envisager demain, que le FONGAC, par exemple, soit associé à certaines initiatives, certains programmes d'investissement initiés par l'État. Mais je suis venu ici pour vous tendre la main. Que ce soit moi ou un autre, que je sois là demain ou pas, mon message est que l'État du Sénégal est conscient, a pris conscience du rôle et de l'importance de sa diaspora. Et nous vous tendons la main. Nous vous demandons d'être plus engagés encore dans l'œuvre de développement de notre pays. Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, nous avons aujourd'hui découvert des ressources qui vont permettre d'accélérer notre processus d'industrialisation. Il s'agit du pétrole, il s'agit du gaz, et c'est en cela, d'ailleurs, qu'encore plus qu'avant, nous allons avoir besoin de la compétence expatriée des Sénégalais qui sont à l'extérieur. Je ne voudrais pas être très long, pour permettre, je suis sûr, j'ai l'avantage d'avoir parlé avant ma grande sœur Koudiabaye, et tout ce que j'oublierai de le dire, elle le dira certainement avec plus de pertinence que moi. Je vous remercie d'avoir été aussi attentif.